Bonjour et bienvenue sur Point Culture. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de mes fidèles camarades Damien et Jean-Baptiste. Salut Nicolas. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien, comment vas-tu ? Très bien, Très bien. Petite question Damien, quelle exposition temporaire as-tu vue récemment ? Temporaire, ça doit être l'exposition de la collection Tessine au musée du Louvre. Ouais, très bien. Elle vient de commencer la semaine dernière. Très bien. Donc là, parce que pour se situer, on enregistre ce podcast fin octobre, voilà. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour comment Nicolas. allez-vous ? Ça va, très bien. Même question que j'ai posée à notre cher camarade Damien. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement ? Exactement. Par exemple, Soulèvement, au jeu de paume, oui. l'exposition qui a été mise en place par Georges Gilberman. Là. Et qui est une exposition... On a été ensemble d'ailleurs. Voilà. Et effectivement, j'en tremble encore tellement. Je vous la conseille à tous. Si je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez vu récemment, messieurs, c'est parce que le concept de cette nouvelle émission va prendre les choses complètement à contre-pied, c'est-à-dire qu'on va parler de tout sauf d'expositions temporaires. On va se centrer sur les collections permanentes des musées. Vous n'êtes pas sans savoir que les musées aujourd'hui de plus en plus communiquent uniquement sur les expositions temporaires. Et ne serait-ce que moi, dans mon cercle d'amis, on me demande exclusivement qu'est-ce qu'il y a à voir comme exposition temporaire, mais on ne me demande jamais conseille-moi un musée. Il n'y a pas que des expositions à voir. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'on ne pense pas naturellement aller découvrir les collections des musées. On se dit souvent, on va voir ce musée qu'on ne connaît pas, mais on oublie qu'en tout cas, il y en a tellement et que, en fait, on pourrait en voir tout le temps. Mais c'est la faute à c'est le marketing et puis le besoin de se renouveler constamment qui fait que ça mange malheureusement la visibilité des collections permanentes. Mais moi, le premier, quand je vais dans un musée dans lequel je n'ai pas été depuis un moment, j'y vais avant tout pour voir l'exposition qui vient de commencer ou qui est en cours, quoi. Je vais pas forcément pour voir les collections, c'est vrai. Sauf aujourd'hui, où nous sommes retournés au musée Guimet tous ensemble pour une découverte des collections permanentes. Alors le principe de cette émission, c'est on va pas vous faire un historique du musée, on va pas vous faire une présentation exhaustive, on veut vraiment privilégier le ressenti. Avant tout, toutes nos émissions vont s'articuler autour d'une présentation de 3 œuvres que chacun d'entre nous a choisi. Et on va privilégier la visite vraiment sensitive en tant que visiteur, pas éclairé, mais en visiteur tout simplement, plus que de l'information et de l'enseignement pur et dur. Avant toute chose, le musée Guimet, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé en tout cas le musée Guimet, pour nos auditeurs, c'est le musée national des arts asiatiques, le MNAG, comme on dit. C'est horrible, mais c'est comme ça qu'on le prononce. Hein. Donc le musée Guimet, c'est le musée national des arts asiatiques qui se situe à Paris, dans le 16e arrondissement. Et on trouve des collections d'art chinois, coréen, japonais, et on a de temps en temps des expositions temporaires, mais on n'en parle pas puisque c'est pas le sujet de notre émission. Donc Damien, voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est un musée, il y a beaucoup de spiritualité, c'est un peu un musée de la contemplation. Pour le coup, j'y connais absolument rien en art asiatique, et si j'y étais, c'était vraiment en simple regardeur, j'ai envie de dire, en fait. Il y avait beaucoup de belles choses à voir, mais à ressentir d'une certaine façon, mais pas à chercher l'historique, pas à comprendre le contexte de l'œuvre dans son siècle, etc. C'était vraiment impossible à faire. C'était vraiment de la contemplation. Je suis tout à fait d'accord avec toi, musée de la contemplation. C'est vrai que personnellement, moi, quand je me rends au musée Guimet, alors là, pour le concept de l'émission, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur une œuvre particulièrement, mais moi quand je m'y rends en général, je m'y rends régulièrement, c'est plus pour l'expérience que l'ensemble des salles et du musée procure, le dépaysement, plus que pour qu'une œuvre précise elle-même. C'est pour cela que je me rends au musée. Toi JB, comment c'est un peu les mêmes impressions que vous, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'une grande promenade, presque comme si j'étais dans des temples, comme si j'étais finalement en train de découvrir certains coins d'Asie. En plus c'est un art qui s'y prête très bien, parce que c'est quand même un art souvent mural ou sculptural, donc on se promène comme ça dans une sorte de forêt un peu de sculptures et d'œuvres qui sont très très agréables à contempler, comme le dit si bien Damien, et c'est vrai qu'on a finalement heureusement assez peu on arrive à sortir un peu de ce côté très classifié. Et le lieu s'y prête beaucoup en fait, voilà. Parce que à la fois les œuvres ont ce côté un peu zen, contemplatif, mais toute l'architecture est faite, on a l'impression, comme on le disait, de sorte à concentrer toute l'énergie sur les œuvres, toute l'attention sur les œuvres, et oublier assez tout le reste. Elles se font assez bien, les œuvres. C'est très aérien. Je voudrais d'ailleurs qu'on s'arrête sur l'architecture. Donc déjà, on mettra pour les auditeurs, pour ceux qui ont la vidéo, des images, mais vous avez ce grand fragment de tour d'architecture khmer
entouré de sculptures alors bouddhistes, hindouistes, pardon, et c'est quand même très intéressant. Tu parlais de forêt de sculpture, et c'est vrai que tout est très minéral, aussi bien par l'aspect brut du béton qui habille les salles que les sculptures de pierre, de grès ou que sais-je. Bien sûr. Et on a un fort sentiment de spiritualité. Et Damien, c'est JB, tu parlais d'architecture aérienne. Et faut savoir que, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le musée vieillit très bien, parce que la dernière rénovation c'est 96. Tu parlais d'ambiance zen, et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Il est un peu surprenant parce qu'on ne sait jamais exactement sur quelle pièce on va tomber, les formes ne sont jamais pareilles, on a tout le temps des échos d'un étage à l'autre. On voit des choses qu'on va voir plus tard, et enfin bon, il m'a beaucoup étonné. Bon, je le connaissais bien sûr, mais c'est un musée très étonnant, je trouve, et qui se prête beaucoup à. Faites beaucoup de rencontres en plus, parce que fait un grand nombre de rencontres avec je veux dire, des arts quand même très différents aussi. Absolument, mais c'est ça qui est un peu perturbant en fait. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on est. Bon, il y a forcément écrit ici c'est la Chine, ici c'est le Japon, mais c'est pas facile de. On n'a aucun repère de tout distinguer. Pour nous, visiteurs occidentaux, c'est vrai qu'on distingue pas du premier coup d'œil l'art chinois de l'art japonais, hormis les étudiants bien évidemment. JB, tu parlais de quelque chose de très intéressant qui était aérien, et c'est vrai qu'il y a un décloisonnement finalement dans tout le musée. Les étages communiquent entre eux, les salles communiquent entre elles, et même quand il y a des murs, ces murs sont percés pour finalement montrer tout ce dialogue qu'il y a entre les civilisations. Tout à fait, c'est très intéressant. Effectivement, de ce côté vraiment balade, promenade, où on a l'impression que c'est une visite de A à Z, on n'est jamais vraiment arrêté dans son parcours. Et Damien, tu parlais de la contemplation, c'est le premier mot que tu as employé en parlant de ce musée, et c'est vrai qu'on s'y sent bien, c'est très silencieux, parce que comme on parlait, le concept de l'émission, c'est que les collections permanentes sont en général un petit peu délaissées, et là il n'y avait pas grand monde, il y a quelques scolaires, quelques visiteurs, absolument. Mais c'est l'avantage de n'y rien connaître sur le sujet en même temps, c'est par où commencer en fait, et en même temps on se dit ok, j'y connais rien, tant pis, je regarde, et ça fait du bien. Et alors, par où commencer aujourd'hui, messieurs, puisque nous avons sélectionné 3 œuvres pour vous, chers auditeurs. On va s'organiser, on va vous emmener au Japon et au Népal, principalement. Sachant qu'au musée Guimet, vous pouvez découvrir de l'art chinois, cambodgien, thaïlandais, vraiment, cambodgien, indien. Et aujourd'hui, alors on s'est pas du tout concerté, on a chacun choisi une œuvre et on va vous la partager aujourd'hui. Et on s'arrête au Japon. Vous êtes au 3e étage du musée Guimet. L'ambiance est un petit peu plus tamisée, vous avez du parquet, les murs le plafond est beaucoup plus bas. C'est vrai par rapport aux grandes salles du rez-de-chaussée. Et vous avez déjà un aspect un peu plus intime, un rapport avec les œuvres différents. Et c'est moi qui vais vous parler de la collection japonaise du 2e étage donc. Et je vais vous parler plus particulièrement de 2 masques No. Il faut savoir que la collection japonaise au musée Guimet, vous avez de la calligraphie, vous avez de la céramique, vous avez une armure de samouraï. Les collections changent assez régulièrement, donc là je vais vous parler de masques qui ne seront peut-être pas exposés d'ici 2-3 ans, si le podcast est toujours sur les ondes à ce moment-là. Moi je vais vous parler de 2 masques. Le premier est un masque de No, qui s'intitule Yaseona, la femme émaciée, et le deuxième, un autre masque de No, Manbi, 10 000 charmes. Je mets l'image ici pour qu'on puisse visualiser nous, messieurs. Voilà. Vous avez donc ces 2 masques qui appartiennent à l'époque Edo, on est début du XVIIIe siècle. Et donc le théâtre No, pour ceux qui visualisent un petit peu, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la forme de théâtre la plus haute, la plus haute dans les arts japonais, qui accorde beaucoup d'importance aux gestes, mais également à l'expression faciale qui se manifeste pour ceux qui ont des masques, par ces masques justement. Et toute l'expression du comédien passe par ces masques-là. Et ce qui est très drôle, c'est que dans ces 2 masques que vous avez, de ces 2 masques de femmes, c'est que vous avez une expression extrêmement rapprochée. Vous avez une sobriété aussi bien dans la forme, c'est-à-dire que tout est très stylisé. À chaque fois, le visage, regardez les cheveux, c'est symbolisé par 2 traits. La forme du visage est finalement sensiblement la même, mais ces 2 expressions sont très différentes par les commissures, par la forme des lèvres et un peu par le soulèvement des sourcils. Et pour moi, vraiment, ces 2 masques No, ça incarne tout le brio de l'art japonais, qui est la simplicité des choses, mais qui finalement véhicule beaucoup. Et le masque No, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ces 2 minuscules trous dans les yeux, c'est-à-dire que l'acteur n'y voyait rien, vraiment, il se repérait sur scène plus par la spatialité des lieux que par ce qu'il voyait par ces trous-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'acteur, véritablement dans le No, le masque, ça symbolise
l'âme du personnage. C'est-à-dire que quand vous mettez un masque No, vous incarnez le personnage. Et les acteurs No eux-mêmes contemplaient longtemps ces masques pour s'imprégner du personnage qu'ils allaient incarner. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous-mêmes maintenant, regardeurs, visiteurs, touristes, que sais-je, regardons ces masques de manière attentive. Et on s'est prêté au jeu encore de manière plus poussée, puisque je me suis un peu renseigné sur la question. Et le masque No jouait beaucoup avec l'éclairage de la scène. Et quand vous regardez un masque No avec un angle différent, avec la lumière, l'expression est totalement différente. Et là, j'invite tous nos auditeurs qui écouteront cette émission à se rendre au musée Guimet pour voir ces deux masques qu'on vous met sous les yeux, pour regarder ces masques en contre-plongée, pour les voir de bas. Et l'expression est totalement différente, presque terrifiante pour certaines. Une paraît finalement insensible et l'autre presque un regard mortuaire. Et moi, en tout cas, si ces œuvres m'ont retenu mon attention, c'est d'une part, j'ai une sensibilité pour l'art japonais, pour la simplicité, le dépouillement dans les formes, dans les couleurs, qu'on retrouve finalement dans toutes leurs formes d'art, aussi bien la calligraphie que même les céramiques. Ils ont une très bonne collection de céramiques, puisque le musée Guimet change régulièrement son accrochage, et là j'ai trouvé qu'ils avaient accordé la part belle à la céramique. Mais on retrouve ça également dans les masques No, et c'est ce que j'ai retenu de ma visite, moi, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces masques qui ont retenu toute mon attention? Elles sont très surprenantes. On dirait presque deux sœurs mis côte à côte comme ça. C'est très intéressant parce que, comme tu le disais si bien, et quand on les regardait tout à l'heure, et Damien le faisait remarquer aussi, c'est-à-dire que dès qu'on se tourne un peu, dès qu'on change de point de vue, c'est fascinant comme leur visage se modifie et comme on voit leur différence surtout. Alors effectivement, celle de gauche semble beaucoup plus rêche, beaucoup plus fatiguée, peut-être malade, un peu triste, c'est un peu un masque mortuaire, et à droite, on a l'impression de quelqu'un qui par contre est très bien en chair. La femme aux mille charmes. C'est la femme aux mille charmes, donc elle symbolise quand même les plaisirs. On sent que c'est deux opposés à travers finalement la forme ne change pas tant que ça, et pourtant c'est des femmes que tout oppose. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement c'est très intéressant quand tu dis aussi parce qu'on a souvent quand même tendance à résumer le théâtre à l'art antique et au masque grec ou romain. On oublie souvent le théâtre asiatique, qui est pourtant un théâtre formidable aussi, où le masque a toute son importance. Toujours d'actualité. Tout à fait. Et tu as raison de dire aussi que les acteurs se mettent à les regarder. C'est très intéressant de raconter ça, mais c'est aussi souvent ce masque qui vient annoncer aussi le spectacle, ou qui vient le faire en fait entrer le spectacle. C'est-à-dire que c'est un revenant qui arrive avec son masque. Donc c'est très intéressant aussi. Tout à fait. Et ça en fait presque peur en fait. Quand on les regarde d'en dessous, on dirait qu'elles ont même plus la même expression. Celle de gauche a l'air beaucoup plus grave, celle de droite sourit un peu moins. Je sais pas si... disons que, en plus, je crois que dans le théâtre de No, je vais pas m'avancer, mais il me semble que c'est un théâtre muet. Et tout passe par l'expression, tout passe par la gestuelle. La gestuelle est d'ailleurs extrêmement lente pour faire passer un message. Je sais qu'il y a un jeu avec le costume, et avec la musique aussi. Avec la musique, bien évidemment. C'est vraiment un mélange de plusieurs éléments, et le masque en fait partie intégrante, et finalement toute l'expression du comédien passe par cette gestuelle accompagnée du masque. Et alors moi je me suis centré exclusivement sur ces deux masques, mais il faut savoir que, et ça ce qui est très bien dans ce nouvel accrochage, c'est que vous avez toute une galerie de masques. On a des démons, on a des vieillards, et également, alors là on vous les montrera pas parce que on va pas tout faire, mais vous avez également deux expressions d'hommes, deux expressions de vieillards, des expressions de démons. Là je vous parlais de tout le dépouillement dans l'art japonais. Vous avez des masques de démons avec des expressions mais vraiment démesurées, avec des cornes aussi, avec des cornes, avec des sourires, des dents acérées, et c'est vraiment fabuleux. Et alors imaginez ça appliqué au No. Je pense que ça devient presque fantastique là. Voilà, parce que ce sont des objets habités, il faut pas oublier. Et vraiment, je pense que pour les spectateurs japonais qui ont en plus une vision spirituelle beaucoup plus poussée que la nôtre, puisqu'ils n'ont aucun problème avec la notion d'esprit. Nous, les occidentaux, on est très raisonnés. Mais pour eux, les choses sont habitées d'une âme. Et je pense que ça a beaucoup plus d'impact, en tout cas pour les spectateurs de No. Et c'était un premier pas dans la collection japonaise. Voilà, une des choses que vous pouvez voir au musée Guimet, un masque No. Et loin du dépouillement de l'art japonais, loin de la sérénité de ces lignes, de ces œuvres, on part au Népal, sans transition. Exactement. Avec Damien, qui s'est arrêté sur une œuvre avec un nom imprononçable que tu vas peut-être arriver à nous résumer. Écoute, pourquoi pas, c'est Svayambhupurana. Très bien, on le mettra, on le soulignera pour nos auditeurs.
Et donc pourquoi cette œuvre a attiré ton attention? En fait, ce sont les couleurs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de toiles peintes en fait dans cette galerie consacrée au Népal, mais elles étaient toutes un peu défraîchies, un peu ternes, en plus on les voyait pas toutes bien derrière leurs vitres, et celle-ci était particulièrement lumineuse, particulièrement fraîche, et en s'approchant, voilà, c'était une sorte de révélation. Elle est vraiment magnifique. C'est une assez grande toile sur l'histoire du Népal, qui s'organise comme une sorte de bande dessinée ouverte en bande, pas en case, registre, on peut dire, oui, en si on registre cherche aussi. le terme scientifique. C'est un peu une sorte de tapisserie de Bayeux version Népal en fait, qui date du 19e siècle. En plus condensé, en plus coloré. Oui, bien sûr. Et mystique, oui, histoire mystique du Népal. Et histoire donc, mystique. qui date du 19e siècle et qui relate la présence des différents Bouddhas dans la ville de Katmandou, qui est donc la capitale du Népal. Et alors, ça peut paraître un peu fastidieux, surtout qu'on n'y comprend rien si on ne sait pas lire en tout cas les inscriptions qui sont en dessous et qui correspondent aux images. Sachant, comme tu disais, on est venu en simple contemplateur, en simple regardeur. Je serais même pas capable de dire quel est l'alphabet, si c'est du sanskrit, si c'est du bref. Et on donc, s'avance pas. Il faut se contenter des images et essayer de lire l'image tout seul. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce sont plein de, c'est difficile à expliquer. Ce sont plein de scènes regroupées dans un même espace en fait, qu'on pourrait cloisonner toutes seules, mais qui sont toutes en communication avec une gamme de couleurs à la fois restreinte, mais qui est quand même très variée. On a du rouge principalement, on a du bleu, du vert, il y a quelques rehauts d'or, d'encre noire parfois peut-être. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très très joli, très précieux. Et voilà. Alors, je sais pas si vous aimez beaucoup les figures, elles sont assez stylisées quand même. C'est vrai que c'est pas forcément peut-être pas attirant dans le détail ou pas assez précieux, je sais pas, mais j'ai trouvé que là, on a l'œuvre sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les figures qui sont stylisées. J'ai l'impression que tout est stylisé. Enfin, on voit des monceaux d'arbres derrière les bâtiments. Il n'y a aucune perspective. Tout est très graphique. Tout est très graphique. Et cet aspect graphique est renforcé également par le choix de couleurs. Également, c'est vrai, extrêmement riche, mais extrêmement restreint. Enfin, moi, je vois une dominante de rouge, de blanc, de bleu, peut-être un peu de vert, mais c'est ce qui fait le. Exactement. Oui, il y a beaucoup d'orange aussi. Je viens de le voir sur l'architecture, mais j'aimerais qu'on puisse me raconter l'histoire en fait de ce qui se passe, parce que les petites scènes séparées ont l'air très intéressantes. Bon, on sait pas trop ce qui s'y passe en fait, ça me dérange. Ce qui est très drôle, c'est quand on sait, c'est vrai qu'on est en contemplateur, en amateur, hein, vraiment dans cette visite, on n'est pas spécialisé en art asiatique. Et c'est vrai que quand Damien nous a montré cette œuvre, on a eu un peu peur en disant mon Dieu, on s'attaque à un monstre de l'art de l'art tibétain, de l'art népalais. JB, toi, qu'est-ce que cette œuvre t'inspire? Moi, il y a deux choses que je trouve très intéressantes. D'abord, ce que dit Damien, un même décor, c'est amusant parce que c'est l'histoire mythique du Népal, et alors du coup, on a l'impression d'avoir effectivement une sorte de même décor pour tout. Donc il y a une idée quand même d'un temps commun, d'une unité qui est assez touchante et très belle. Ça me fait penser à des peintures très naïves, quoi, très 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 simples. Oui. Je trouve aussi. Alors je sais pas, parce que je connais pas du tout la culture et l'histoire de ces peintres, mais peut-être que cela dit, il y a quand même une transmission, une technique très ancienne avec vraiment beaucoup de particularités. Mais en tout cas, on a l'impression de quelque chose de très naïf. Et puis il y a quelque chose. Alors ça, c'est comment regarder l'œuvre aujourd'hui avec le temps passé, parce que c'est intéressant. T'as une image là où à la fin de chaque frise, on a le début d'un effacement, et donc il y a quelque chose d'assez touchant comme ça, parce qu'on raconte une histoire, c'est l'histoire, et en même temps on voit que peu à peu ça s'efface. Donc je trouve qu'il y a quelque chose. Bon, c'est ma petite pensée mélancolique, mais je trouve que c'est très touchant aussi. Et quand tu dis qu'il y a quelque chose d'un peu primitif, j'ai l'impression de voir par exemple le jugement dernier de Giotto dans la chapelle Scrovegni à Padoue, où il y a une sorte d'étagement des figures comme ça, par exemple pour la partie qui concerne les damnés de Giotto, la version rouge là. Et exactement, et j'ai l'impression de revoir un peu ça en fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très religieux en tout cas en tout cas dans l'effet pyramidal avec ces monts qui s'élèvent, etc. Il y a quand même on est forcé, comme vous le dites, d'inventer, en tout cas d'interpréter plutôt, mais
il y a quand même des petits morceaux qui sont vraiment très agréables. Ils ont, on dirait, meublé le ciel avec des petites grues à gauche à droite, il y en a un petit peu partout. C'est très riche. Hein. Oui. Et ouais, c'est très riche. Et moi, tu vois, par rapport à si cette œuvre a attiré ton attention, ce qui m'étonne pas, c'est que le musée Guimet, quand vous entrez, vous avez, comme disait JB, une forêt de sculptures un petit peu, et tout est très dépouillé. Vous avez des Bouddhas, vous avez des Bodhisattvas, des figures Ganesh, enfin bon. Vous montez au premier étage, vous avez la collection chinoise avec des choses qui ont perdu de leur couleur, vous avez du jade, vous avez de la céramique. Et quand vous arrivez dans la partie consacrée au Népal, là vous avez un festival de couleurs. Et c'est vraiment une partie atypique du musée qui a un charme, si tu veux. Ça a un côté, on se visualise presque, je sais pas moi, les grandes yourtes, les grandes, que sais-je, enfin vraiment... Et moi, je pense que si cette œuvre peut marquer, c'est vraiment par le décalage qu'elle a par rapport aux collections permanentes, où hormis quelques estampes coréennes au dernier étage, tout est finalement très monochrome au musée Guimet. Et vous avez tout l'art du Népal qui est finalement une région très. En même temps, est-ce que c'est pas volontaire de faire quelque chose d'assez attirant comme ça pour amener les habitants du Népal à aller lire cette histoire consacrée au Népal? Ah, c'est possible. Là, il faudra qu'on invite un spécialiste du Népal. En tout cas, sache lire, en tout cas, oui. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que la partie Népal, c'est vraiment une partie une très atypique. On a des divinités dont on a oublié le nom, mais qui sont extrêmement expressives, loin de la sérénité des Bouddhas qu'on a au rez-de-chaussée, qui sont presque agressives, hein, qui ont des vraiment. Voilà, encore une fois. À l'image de toutes les collections du musée Guimet, c'est quelque chose d'imprégné de mysticisme et qui font appel à l'imaginaire et à ces régions éloignées qu'on aimerait découvrir de visu. Merci Damien pour ce voyage au Népal à travers notre contemplation. Du Népal. Cette tapisserie de Bayeux du Népal. Tapisserie de Bayeux du Népal, allez, adjugé. Retour au Japon, JB. Alors, désolé pour les amateurs d'Inde, du Cambodge et tout, mais le Japon a été nos coups de cœur. Vraiment, c'est pas concerté. Hein, vraiment. Retour au Japon, JB. C'est à toi, écoute, je sais pas. Oui, avec une œuvre assez particulière, parce que c'est une œuvre assez moderne, elle date de 1950. Tout à fait. Elle est signée d'un certain Samiro Yunoki, si je prononce bien, j'espère, ne m'en voulez pas sinon. Alors il utilise une technique ancestrale qui s'appelle le katazome. C'est une sorte d'impression, une teinture où il utilise un pochoir alors comment le décrire, pardon, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre déjà comment elle avait été faite. Alors en tout cas c'est un drapeau qui est cousu en différents morceaux, un drapeau, sur lequel une sorte de rideau drapeau, c'est vrai, il est suspendu comme ça sur une barre transversale, avec une barre transversale, et donc il y a 8 petits morceaux cousus ensemble. Moi j'ai d'abord été frappé par les couleurs, tout simplement. C'est un bleu nuit très très beau, avec un beige sombre aussi au milieu, et des motifs blancs. Ces motifs, ce sont des motifs qui représentent en fait des motifs un peu de talisman japonais. Donc il reprend en fait cette technique ancestrale qui est très très ancienne, parce qu'elle date de l'époque Nara, donc ça veut dire 710-794. On est vraiment dans un Japon quand même très ancien, et donc cette idée, c'est de prendre un peu les motifs talismaniques, spirales, épines et entrecroisements, donc qui sont présents sur un peuple aborigène japonais qui est les Ainu, et donc qui est censé protéger des mauvais esprits. Et en fait il associe à la fois ces motifs talismaniques avec un autre objet qui est très présent au Japon. Ce sont ces espèces de rideaux, draps qu'on met sur les devantures des magasins, qui s'appellent des noren, et qui sont aussi des espèces de rideaux censés protéger de l'arrivée des mauvais esprits. Donc c'est très intéressant, parce que moi ce qui m'a plu en fait au départ, c'était tout simplement esthétique. Je trouvais que c'était une très belle pièce, quelque chose que je trouvais très beau, et en même temps qui révèle déjà quelque chose que je comprends beaucoup de l'Asie, c'est-à-dire cette espèce de légèreté,
ce côté où finalement on fait d'abord très attention à l'esthétique et comme tu dis à la sobriété aussi, c'est-à-dire ce côté très épuré que je voyais avec simplement 2 couleurs comme ça, je trouve ça très beau avec des motifs très simples et puis répétitifs, enfin et en même temps et puis une harmonie totale dans l'objet, et en même temps quand on lit cette histoire avec du coup un sens qui moi me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'il y a là quelque chose qui est peut-être de profondément vrai dans une démarche artistique, c'est-à-dire que souvent un artiste fait quelque chose aussi pour se défendre lui-même en fait, pour défendre en tout cas ses idées et qui il est, son identité, et donc là il y a quelque chose de l'ordre aussi du bouclier qui est finalement alors question JB, le musée Guimet est-il un musée superstitieux, puisque tu n'es pas sans savoir que ce rideau-là rappelle effectivement ces rideaux qu'il y a devant les échoppes ou même devant les petits restos de ramen ou autres qu'on peut trouver dans le Japon traditionnel ou en tout cas fantasmé, qui protègent des mauvais esprits. Et ce qui est très drôle, c'est que ce rideau-là, qui est d'ailleurs suspendu, il n'est pas exposé il est derrière une vitrine, mais il n'est pas allongé, il est bien suspendu, est-ce qu'il ne retrouve pas son rôle un peu rituel, et il est à l'entrée des collections japonaises en plus. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il est devant une entrée. En tout cas, il a bien trouvé sa place. Mais est-ce qu'il est superstitieux ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a parlé de spiritualité et elle est là, je trouve aussi. Mais je pense qu'elle inonde tout le musée. Donc elle est là. Elle est autant dans les Bouddhas au rez-de-chaussée qu'aux la spiritualité est partout. Qu'aux pièces chinoises du premier étage. Enfin. Ce qui m'étonne moi un petit peu dans cette œuvre, en tout cas, c'est qu'on retrouve un peu le côté utilitaire propre au Japon, tout simplement, avec ce rideau qui pourrait très bien être un rideau. Donc là, on a une pure œuvre d'art tirée d'un artiste contemporain qui est toujours vivant aujourd'hui, mais qui est emprunté finalement et qui perpétue une tradition propre à la culture japonaise. C'est ça ce qui est très drôle et ce qui pour moi caractéristique de l'art contemporain même japonais, c'est que dans aussi contemporain soit-il, il y a toujours cet aspect de rattachement aux traditions, et dans un pays finalement si... Et je dirais même globalement dans l'Asie, c'est-à-dire que en tout cas la Chine, je crois que c'est quelque chose d'assez similaire. D'ailleurs il y avait une œuvre contemporaine, on n'a pas été vraiment frappé au coup de cœur, mais on est passé devant, et cette œuvre c'est exactement ça aussi. Là c'est un Chinois, mais il perpétue encore une tradition, alors il la retransforme, etc. Mais on sent que globalement l'Asie quand même est très dans cette transmission, c'est-à-dire c'est un art de la transmission qui se fait sur des siècles et des siècles. C'est ça qui est hallucinant. On pourrait presque se dire qu'il n'y a pas eu de grande rupture dans l'art asiatique. Bon, je suis pas spécialiste de l'art asiatique, alors je n'oserais pas dire ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'unité dans le temps. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que tu nous aurais dit que ce drapeau serait du 19e siècle, je t'aurais cru. Mais moi aussi, mais même du 16e. 1950, c'est ça ? 1950. Et je comprends qu'il t'a tiré l'œil. Il est très très agréable à l'œil, je trouve. Juste pour ses couleurs, en fait. Elles sont assez harmonieuses entre elles, et puis les motifs sont agréables aussi. Alors je crois qu'il y a un monsieur qui nous a remarqué qu'il y a un des deux motifs qui s'embriquaient les uns dans les autres et qui en fait étaient un peu détachés, c'est ça ? C'est ça. C'est très intéressant. Ouais, ce qui est drôle, c'est ce qui pourrait pas passer pour un. Oui, c'est vrai que ce qui pourrait passer pour un aspect purement décoratif, finalement, il y a des visiteurs, parce que nous, on a contemplé de fond en comble cette œuvre, mais il y a des visiteurs qui se sont joints à nous après pour essayer de déceler quelque chose dans le motif. Effectivement, on nous a fait remarquer qu'un des motifs pouvait s'imbriquer et former finalement un rectangle. Alors, Nicolas, toi qui as été au Japon, je ne sais pas, et Damien, je ne sais pas si tu as été en Asie, non ? Alors, en tout cas, voilà. J'ai l'impression aussi que ça dit beaucoup de choses sur l'architecture japonaise, qui est parfois de faire des cloisons très simples, avec presque rien, de créer des espaces en mettant un rideau ou en mettant j'ai l'impression que ça renvoie plus à un Japon fantasmé finalement, puisque malgré tout, j'ai pu aller dans des petites échoppes, manger des okonomiyaki ou des ramen dans des petites échoppes de fortune, et malgré tout, ou alors j'ai pas vu ces rideaux là. Après c'est vrai que je me suis pas arrêté là-dessus spécialement, mais j'ai l'impression moi que ça renvoie plus à un Japon traditionnel, en tout cas propre à l'époque d'Edo, du 18e siècle, du 19e siècle, qu'à un Japon aujourd'hui qui persiste à garder ses traditions mais qui finalement change inéluctablement. Mais non, mais ça doit se trouver. Enfin, moi, je pense que si tu pars dans la campagne japonaise, tu dois pouvoir trouver ce genre de choses. Et contre le mur, ça se fait pas ? Contre le mur à l'intérieur ? Je pense pas. Non. Et j'y retournerai volontiers pour enquêter sur la question. En tout cas, c'est vrai que c'est une œuvre surprenante. On s'attendait pas du tout à parler de ça. Et c'est vrai qu'on a parcouru ces sculptures, ces estampes. Et finalement, c'est vrai que ce rideau, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Oui, c'est un bout de coton assez épais au final. On dirait presque de la peau. Oui.
Et je pense que ça mérite l'attention. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup arrêté sur le Japon aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à côté vous avez les collections coréennes avec des masques, des arts décoratifs également avec de la laque sublime. Magnifique, il y a les porcelaines chinoises. Colossal aussi, c'est très très beau. On a beaucoup parlé d'Araki sur Point Culture parce que c'est un des articles qui a le mieux marché depuis la création du site. Vous avez actuellement l'exposition Jade, mais ne manquez pas la collection permanente du musée Guimet. Moi je pense vraiment que c'est un musée qui gagne à être connu. Vous avez en plus le Panthéon bouddhique qui est à quelques mètres dans un hôtel particulier dont j'ai oublié le nom, qui mérite à être connu. Et en tout cas ce qu'on espère nous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que cet aperçu des collections permanentes du musée Guimet à travers 3 œuvres vous aura donné envie de pousser les portes du musée, sachant qu'il y a énormément d'autres choses à voir. C'était un choix personnel puisque moi j'aime d'amour le musée Guimet, mais mes camarades Damien et JB ont également d'autres musées à vous présenter et ça sera l'objet de futures émissions puisqu'on compte bien au monument teasing, puisqu'effectivement c'est Damien qui nous emmènera dans un monument parisien lors de la prochaine émission, on le dévoile pas, et JB est encore en train de potasser sur un prochain musée. C'est ça. En tout cas voilà, on espère vous avoir donné envie de pousser les portes du musée Guimet, de découvrir ses collections permanentes et de découvrir les collections permanentes des autres musées. Merci Damien. Merci JB. Merci. Ciao à tous.